je vais commencer. Je ne répéterai pas le titre, mais je vais simplement montrer ici la... Pardon. Ce que j'ai comme carte ici, puis je vais en parler un petit peu plus, mais vraiment pas en détail dans la présentation, c'est le sud-ouest du Québec. On a le fleuve Saint-Laurent ici au nord et ses 8 bassins versants principaux sur lesquels on a appliqué un modèle hydrologique intégré des eaux de surface et des eaux souterraines. Et c'est un exemple que je vais montrer d'application de ce type de modèle. Donc, la présentation est quand même, je l'ai faite assez générale, c'est plutôt un survol. Je n'irai pas dans les détails d'application, mais si vous avez des questions plus précises, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par modèle hydrologique intégré? Ce sont des modèles essentiellement numériques dans ce cas-ci, qui visent à représenter la portion terrestre du cycle hydrologique. On a un diagramme ici qui montre le cycle hydrologique avec les principaux compartiments, donc le sol, l'atmosphère, le souterrain, avec des flèches qui montrent les principales directions de flux d'eau sous différentes formes liquides, gazeuses ou solides. Et on s'intéresse avec les modèles hydrologiques intégrés vraiment à représenter à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines, et non pas les représenter de façon découplée ou séparée. Bien entendu, la modélisation a plusieurs objectifs. On développe des modèles parce qu'on veut, entre autres, faire des prédictions qui peuvent être plus ou moins précises, il faut bien en être conscient, de la qualité et de la quantité de l'eau, en réponse à des changements comme les changements climatiques, des changements dans l'utilisation de l'eau, ce qui est généralement dans l'accroissement de l'utilisation de l'eau et dans l'occupation de territoire. Donc, j'ai nommé quelques exemples ici, il y en a plusieurs autres. Mais les modèles, essentiellement les modèles aussi de type intégré, comme je vais présenter, je trouve qu'ils servent aussi à faire une bonne synthèse des connaissances. Les connaissances, ce sont les données qu'on a sur un territoire, sur un bassin versant, sur un système hydrologique. Et le modèle permet d'en faire la synthèse et d'intégrer ces connaissances dans un outil numérique. Il y a aussi un intérêt très grand pour développer ces modèles parce qu'on s'intéresse à l'interface entre les eaux de surface et les eaux souterraines, les interactions, les échanges d'eau, les échanges de masse, d'énergie. Et il y a ce concept de la zone critique qui a été proposé, qui est le continuum sol, eau, air, organisme. Et on a un petit diagramme ici que j'ai tiré de Wikipédia avec la référence à l'écran, qui montre ce concept de cette zone critique où on s'intéresse non pas seulement qu'à l'écoulement de l'eau, mais à toute une série de processus biogéochimiques, par exemple, donc qui peuvent affecter les organismes vivants qui sont à l'interface entre la surface et le souterrain. Donc, dans ce cadre-là, les modèles qui vont considérer à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines sont d'un grand intérêt. Je dirais historiquement, mais historiquement, c'est quelques décennies, donc on ne monte pas quand même très, très loin. Il y a eu un développement en parallèle de modèles selon qu'on s'intéressait à la surface ou au souterrain. Puis les noms des disciplines le reflètent. Donc, l'hydrologie s'intéresse principalement aux modèles de surface. Et l'hydrogéologie, ce sont les eaux souterraines, donc les modèles souterrains. Puis la distinction existe encore, puis c'est probablement aussi un effet de la façon dont les disciplines sont enseignées à l'université, donc au niveau universitaire, où on a encore hydrologie qui est plutôt dans des départements de génie civil ou génie des eaux, comme on a à l'Université Laval, et l'hydrogéologie se retrouve plutôt dans les départements des sciences de la terre, de géologie. Par contre, la limite entre les deux devient de moins en moins nette parce qu'on justement on s'intéresse à ces modèles intégrés. Mais ce que je montre ici essentiellement en hydrologie, c'est une représentation, c'est un exemple. On pourrait représenter ici en haut un bassin versant. On représente la surface avec un certain niveau de détail. On peut appliquer des précipitations. On va simuler les débits. Et l'écoulement souterrain est souvent représenté de façon très, très simplifiée. J'ai mis ici une flèche avec le drainage. Donc, c'est une perte. Le modèle, entre guillemets, perd de l'eau avec une certaine fonction qui représente un réservoir souterrain qui peut être plus ou moins complexe, mais généralement, il n'y a pas de rétroaction. Donc, l'eau qui est perdue par drainage disparaît du modèle et ne peut pas se faire exfiltration à la surface. En comparaison, en hydrogéologie, les modèles typiques qui ont été développés, les modèles d'écoulement souterrain, néglige ou simplifie énormément la surface et ce qu'on a comme input ou comme entrée d'eau à la surface du modèle, c'est la recharge ici.
la recharge des eaux souterraines, qui est calculée d'une certaine façon, il y a plusieurs façons de la calculer, à partir de précipitations et d'autres variables, mais on ne va pas appliquer directement les précipitations sur le modèle. Et à l'aide de l'application de cette recharge, on peut ensuite simuler la charge hydraulique, simuler l'élévation de la surface libre ou la hauteur de la nappe, la saturation dans les sols, ainsi de suite. Par contre, le concept des modèles intégrés n'est pas nouveau. Un article qui a été publié il y a un peu plus de 50 ans, en 1969, par Freese et Harlan. Al Freese est un hydrogéologue canadien, donc qui est reconnu mondialement, qui est co-auteur d'un des manuels d'hydrogéologie les plus vendus dans le monde, qui s'appelle Groundwater. Déjà en 1969, ils avaient proposé une approche ou un modèle conceptuel. Ce n'était pas un modèle numérique, ils n'ont pas présenté de résultats de simulation, mais déjà à ce moment-là, voyant comment les choses évoluaient avec la modélisation, ils ont proposé une approche intégrée. Ils ont dit qu'il ne faudrait pas découpler le souterrain de la surface. Ils ont un petit schéma ici tiré de l'article, qui est un bassin versant hypothétique, où on a encore là, les flèches représentent les flux, précipitation, l'évapotranspiration, on a des écoulements de surface, des écoulements en cours d'eau. On a ensuite l'écoulement souterrain ici, donc on a un modèle qui est tridimensionnel. Et ils ont dit qu'on devrait développer des modèles qui vont résoudre de façon simultanée l'écoulement souterrain. Ils proposaient déjà des approches, des équations 2D ou 3D, saturées, non saturées. Les écoulements de surface. Ensuite, on applique des précipitations. On peut aussi représenter l'évapotranspiration. Et à l'aide des modèles, on pourrait être capable de mieux représenter les flux d'eau, les volumes d'eau stockés dans un bassin versant. Et tout ce qu'ils avaient présenté ensuite, c'était ce maillage qui ressemble à un maillage de différence finie qui représenterait le bassin versant. Et ils proposaient le type d'équation à résoudre, mais encore là, sans faire aucune résolution. Donc, l'article était publié en 1969 et à ce moment-là, ils avaient déjà identifié certaines barrières ou certains problèmes qu'il y aurait dans le développement de tels modèles. Il y avait la disponibilité des données. Donc, c'est à l'époque, tout ce qui était de données d'origine satellitaire ou de télédétection, ce n'était pas accessible comme ça l'est maintenant. Donc, la quantité de données qui prévoyaient être nécessaires pour ce genre de modèle n'était pas facilement disponible. Et l'autre chose, c'était bien entendu les capacités de calcul. Les ordinateurs étaient loin de ce qu'on a maintenant comme ordinateur, comme puissance de calcul. Et j'ajoute ici une image qui, je ne dirais pas qui est célèbre en hydrogéologie, mais pour les gens qui font de la modélisation, ce qui est très connu. Ça a été des chercheurs du USGS et la Commission géologique des États-Unis qui ont développé un modèle hydrogéologique à partir d'un analogue électrique. Donc, c'est un panneau ici. Et on voit l'homme qui est en train de programmer avec une série de résistances par la méthode de différence finie. Et il a, dans ce cas-ci, il a développé un modèle qui représentait l'écoulement de l'eau souterraine à Long Island, dans l'État de New York. Donc, on peut s'imaginer que de concevoir un tel modèle demandait un effort quand même assez important comparativement à ce qu'on peut faire maintenant avec des modèles numériques. Donc, basé sur l'approche que Freese et Harlan a proposée, au fil des années, il y a eu plusieurs modèles qui ont été développés. J'ai une liste ici qui est très, très partielle, loin d'être complète. Des modèles qui représentent, dans ce cas-ci, l'écoulement de surface en 1D ou 2D, mais l'écoulement de souterrain en 3D avec l'équation de Richards qui fait la résolution de l'écoulement souterrain à saturation variable. Donc, il y a toute une série de modèles, en fait, c'est pas mal uniquement dans le monde académique, ou presque uniquement, les modèles que je liste ici. Donc, les développements se sont faits en recherche, mais tranquillement, je dirais tranquillement, depuis quelques années, la migration vers des applications plus professionnelles dans l'industrie sont de plus en plus fréquentes et il y a un intérêt de plus en plus grand d'applications pratiques de ce type de modèle. Donc, le premier hydrogéosphère, je vais le présenter peut-être un peu sans aller dans le détail un peu plus, c'est le modèle que je développe avec des collègues de l'Université de Waterloo et maintenant d'une compagnie, une start-up qui s'appelle Aquanti. Donc, je présente le concept ici du modèle hydrogéosphère où on fait la résolution de l'écoulement de surface en 2D avec l'équation de l'onde diffusive, l'écoulement souterrain en 3D
avec l'équation de Richards qui permet de simuler un écoulement à saturation variable. On applique ensuite précipitation sous forme de neige ou de pluie. On peut calculer l'évapotranspiration et on peut ajouter le transport de masse, par exemple un contaminant, ou d'énergie, la chaleur. Et le principe est celui-ci. Donc, j'ai repris un peu ce que j'avais tout à l'heure comme image pour les modèles découplés surface et souterrain, sauf qu'ici, tout est couplé. On va discrétiser ou représenter ici la surface du sol pour simuler les écoulements de surface. On a ensuite, en bas ici, l'écoulement 3D souterrain. Donc, on représente vraiment la distribution des unités géologiques. Et on a la couche intermédiaire ici, c'est un résultat de simulation. Le modèle va permettre de calculer l'échange entre le souterrain et la surface, c'est montré par des flèches, qui correspond à l'infiltration ou l'exfiltration d'eau souterraine vers la surface ou à partir de la surface. Donc, on applique la précipitation au modèle, on spécifie l'évapotranspiration et le modèle va faire la résolution couplée de l'écoulement surface et souterrain et va permettre de calculer des quantités comme celle-ci. J'ai une liste qui n'est pas complète encore là, mais on peut calculer les volumes d'eau stockés, les variations dans les volumes d'eau stockés en fonction du temps. Pour la surface, on peut calculer des profondeurs d'eau. Donc, on peut générer, entre guillemets, le modèle va générer des cours d'eau. Donc, on a des traces ici de cours d'eau pour cet exemple hypothétique. Donc, on voit des lignes bleues qui représentent l'accumulation d'eau dans des dépressions à la surface. Les débits dans les cours d'eau peuvent être calculés, infiltration, exfiltration que j'ai mentionné. Pour le souterrain, on va calculer les charges hydrauliques qui peuvent, entre autres, nous donner le niveau de la surface libre ou la profondeur de la nappe, ce qui est semblable, les saturations, et on peut aussi calculer les débits de base, qui est la contribution de l'eau souterraine à l'écoulement dans les cours d'eau. Je présente une application, je vais la présenter très brièvement, mais pour montrer le type de données qu'on peut utiliser, le type de résultats qu'on pourrait obtenir. Une application très récente, en fait, qui n'est pas terminée, qui est principalement faite par stagiaire postdoctoral Hugo Delotier, membre de Centro, mais qui vient de quitter pour continuer un travail en Suisse. C'est un projet qui est en collaboration avec le ministère de l'Environnement et la lutte au changement climatique. Le ministère s'intéresse énormément à l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau et entre autres à la façon dont les débits d'étiage seront modifiés par des modifications du climat. Le ministère a un modèle opérationnel pour principalement les eaux de surface pour tous les principaux bassins versants dans le sud du Québec, mais c'est un modèle qui est plutôt hydrologique que hydrogéologique, donc simplification des processus souterrains. Et l'intérêt, c'était de voir avec un modèle qui représente de façon plus détaillée les processus souterrains, est-ce qu'on peut obtenir des résultats qui vont permettre de bonifier ou d'améliorer les capacités de modélisation pour justement essayer d'anticiper l'impact de ces changements climatiques. On considère le territoire qui est illustré ici par les lignes en noir. Donc, c'est un territoire qui couvre le sud du Québec. Le fleuve Saint-Laurent est à la limite ici au nord. Donc, la carte qu'on a, c'est l'altitude ou l'élévation du terrain. On voit les Appalaches ici au sud-est du territoire et la vallée du Saint-Laurent en bleu ici. Donc, les basses terres du Saint-Laurent, donc avec un relief beaucoup plus plat au centre du territoire. Territoire qui fait environ 37 000 km², qui est une superficie qu'on peut considérer comme étant pas mal grande pour un modèle intégré, parce que les modèles intégrés peuvent être appliqués à plusieurs échelles. Les applications les plus fréquentes sont à des échelles plus petites, des bassins versants plus petits. Et on a 8 sous-bassins des principales rivières dans le sud du Québec, en allant de la Chaudière ici à l'extrémité est jusqu'à la rivière Châteauguay ici à l'extrémité ouest. Ce que je présente, comme j'ai dit, c'est vraiment un survol de ce modèle pour montrer le type de données qu'on utilise, montrer aussi le type d'observation qu'on peut utiliser, qu'on peut vouloir reproduire. Donc, la première des choses est l'étape de collecte de données. On doit se monter un modèle conceptuel, ensuite générer notre modèle numérique, ici qui est un modèle d'éléments finis, générer un maillage en 3D.
Donc, ce qu'on a ici à gauche, c'est une vue en plan qui montre la superficie du territoire, où on a généré un maillage triangulaire qui a été raffiné autour des principales rivières. Donc, vous voyez les endroits où on a un maillage beaucoup plus fin, ça correspond aux rivières. Donc, c'est une des choses qu'on doit faire raffiner près des rivières. Il y a d'autres endroits où c'est raffiné. Les points, ce sont des points de mesure, des points d'observation qu'on veut reproduire. Cette couche 2D est ensuite reproduite dans la troisième dimension en profondeur pour représenter la géologie. Et la géologie ressemble à ce qu'on a ici à droite. C'est très simplifié comme géologie, mais ça montre qu'on représente quand même la variabilité spatiale des unités géologiques. Et pour ce modèle, on a un maillage, donc je donne le détail pour les gens qui font de la modélisation. Un maillage quand même assez lourd avec 3,4 millions d'éléments, 1,8 million de nœuds, ce qui amène des temps de calcul qui peuvent être très longs de l'ordre de plusieurs heures ou journées, surtout pour ce qu'on veut faire avec le modèle ici. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que les équations qu'on a à résoudre pour la surface et le souterrain sont non linéaires. Donc, ça introduit aussi un fardeau numérique encore plus grand, ce qui fait que les simulations très, très longues représentent un des enjeux de ce type de modèle. Ensuite, on a accès à beaucoup de données maintenant. Hugo a réussi à trouver des données climatiques historiques sur une grille aux 25 km² ici. Pour la période de 2011 à 2015, la période pour laquelle on avait des observations pour la surface et le souterrain pour essayer de caler le modèle. Donc, vous avez le type de données qu'on utilise, c'est les précipitations totales, ce sont des moyennes ici, la température moyenne pour calculer l'évapotranspiration. Et ces données doivent être ensuite rapportées de la grille plus grossière aux 25 km² vers le maillage ici à gauche d'éléments finis qu'on a fait pour notre modèle hydrogéosphère. Et il y a des enjeux de transfert de données, d'agrégation de données que je ne discuterai pas, mais ça fait partie des étapes à faire pour monter le modèle. Pour représenter les écoulements de surface, on a besoin de données qui représentent la surface. Ce sont des données publiques et la plupart des agences ou ministères gouvernementaux donnent accès à ce type de données. On a entre autres besoin du type de sol à la surface à partir d'une carte des sols qui est ici quand même simplifiée avec 4 classes seulement. Et à droite, ici, on a l'occupation du territoire qui est aussi utilisée pour certains des paramètres d'écoulement de surface. Donc, je n'ai pas mentionné de détails, mais vous voyez qu'il y a une distribution spatiale qui est hétérogène. Et encore là, ce sont des données typiquement dans un système d'information géographique qu'on doit ensuite transposer dans notre modèle numérique. Les données géologiques sont probablement celles qui sont le plus difficiles à obtenir et celles pour lesquelles il y a le plus d'incertitudes, parce que c'est le souterrain, c'est le milieu 3D. Ici, on a eu la chance d'avoir accès à un modèle géologique pour la région qui a été développé par la Commission géologique du Canada, donc qui a fait un inventaire de toutes les données géologiques existantes pour la région, et ensuite a proposé un modèle qui, je vais le dire, est grandement simplifié parce qu'on identifie 4 types de matériaux géologiques, du sable en jaune, de l'argile en bleu, le till, qui est un dépôt glaciaire de contact glaciaire en vert, et le roc, qui est en rouge. Et le roc, c'est soit dans la province des Appalaches ou dans les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, on a une vue en plan de la distribution des unités ici à gauche. Et il y a 2 coupes A, B. La coupe AB est dans la direction ici, donc qui part du nord-ouest vers le sud-est. Et CD est perpendiculaire, qui montre la distribution verticale de ces unités. Donc, c'est très rouge parce qu'on représente une très grande épaisseur de roc. Et on a ensuite une mince couche de dépôts d'origine glaciaire, soit-il argile et sable au-dessus, qu'on voit avec les différentes couleurs. Ce qui fait qu'on a une distribution spatiale variable de ces unités. Et encore là, il y a eu quand même une analyse qui a été faite des unités. On doit ensuite leur donner des propriétés dans le modèle. Et ça fait aussi partie des paramètres qui peuvent être modifiés lors d'un calage. Pour le calage, on avait accès à, je dirais quand même une bonne quantité d'observations, de données. On a des niveaux piézométriques dans 42 puits d'observation, 40, pardon,
qui sont les points en rouge ici sur la carte. Ensuite, des stations de jaugeage dans les cours d'eau, représentées par les triangles. On en avait 14, et dans les deux cas, ce sont des séries chronologiques. Et dans ce cas-ci, on avait des données pour la période 2011-2015, utilisées pour le calage. Et deux autres types de données qui ont été utilisées par Hugo, c'est l'évapotranspiration et le couvert de neige, qui proviennent de données satellitaires du programme MODIS à différentes résolutions. Et ces données ont ensuite été agrégées pour être comparées aux données générées par le modèle. Les simulations ont été faites ensuite pour cette période de référence 2011-2015, et quand je parlais des temps de calcul, ça pouvait être de l'ordre de plusieurs heures jusqu'à plusieurs journées, et surtout le fait que Hugo a fait un calage automatisé à l'aide du logiciel PEST que les gens en hydrogéologie connaissent, et a aussi fait une analyse de sensibilité et ensuite une analyse de la prédiction de l'incertitude dans les simulations, donc dans les résultats simulés. Et il a utilisé à bon escient les capacités informatiques de Calcul Canada. Donc, c'est des calculs qui sont quand même assez lourds. Il a pu comparer les valeurs simulées aux valeurs observées. Ici, l'évapotranspiration à gauche et l'accumulation de neige. Comme j'ai dit, ce sont deux quantités pour lesquelles on avait des observations. Et il peut ensuite on peut comparer la qualité de la calibration du calage en regardant une erreur moyenne et montrer que l'erreur moyenne ici pour l'évapotranspiration est variable avec des erreurs plus grandes dans l'est du domaine de simulation. Et pour l'accumulation de neige, des erreurs un peu plus grandes au sud-est ici, qui correspond à la zone des Appalaches. Très rapidement, parce que je pourrais passer beaucoup plus de temps sur cette diapo ici, on a bien entendu essayé de caler les débits. En fait, dans ce cas-ci, on s'intéressait au débit de base. Donc, on avait non pas l'observation du débit, mais des débits de base qui avaient été calculés à l'aide de filtres. Et on a comparé au débit de base calculé par le modèle. Et ce qu'on voit, les points ici, c'est pour les 14 stations de jaugeage. Ce sont des débits de base mensuels moyens pour la période de référence. On a les points, ce sont les valeurs qui sont, je dirais, observées ou calculées à partir des observations. Et ce qu'on a en orange, c'est une enveloppe de courbes parce que Hugo, ce qu'il a fait, c'était générer une série de réalisations équiprobables du modèle pour produire une série chronologiques de débit de base. Et au lieu de ne produire qu'une valeur du débit de base. Donc, c'est la comparaison qu'on obtient ici. Et à droite, ce sont pour les charges hydrauliques, les valeurs simulées sur l'axe vertical, les valeurs observées sur l'axe horizontal, et si tout va bien, tout s'aligne sur la ligne noire ici, qui aurait une pente de 1 dans 1. Une fois que le modèle est calé, ici, ce n'est pas un calage parfait, donc c'est un calage qu'on juge satisfaisant. Puis, de toute façon, le modèle est utilisé comme outil de compréhension, pas outil de gestion dans ce cas-ci. On peut ensuite utiliser le modèle pour tester différentes hypothèses. Une des choses que Hugo a fait a été de tester quel est l'impact de la représentation plus ou moins détaillée de la géologie. Et comme j'ai dit, la géologie, c'est souvent le grand inconnu dans nos applications. Donc, on a souvent peu de données. Déjà que le modèle qu'on utilisait était un modèle que j'ai appelé simplifié, celui de la commission géologique. Et il a testé ici, il a fait 4 différents tests. On a en haut à gauche, c'est pour le modèle que j'ai présenté. C'est la profondeur de la surface libre sur l'ensemble du territoire, avec des valeurs les plus élevées en rouge et les plus faibles qui sont en bleu. Donc, le bleu correspond essentiellement au cours d'eau ou la surface libre à fleurs. Il existe une base de données mondiale qui est de plus en plus utilisée pour la distribution des unités géologiques. Ça a été fait à partir d'une compilation de données existantes. La base de données est Glimpse. Et c'est une base de données qui couvre l'ensemble des continents, mais qui est quand même très, très simplifiée. Et on voulait tester cette base de données parce que plusieurs gens qui font des applications maintenant de modèles à très grande échelle et qui l'utilisent. Donc, Hugo a fait plusieurs tests avec les valeurs de la géologie ou de la conductivité hydraulique
à partir de la base de données directement en haut ici à droite, avec une autre approche où on utilise les valeurs de la base de données, mais avec certaines modifications. Et ensuite, ici en bas à droite, avec les valeurs de cette base de données Glimpse, mais avec un maillage beaucoup plus grossier. Et ce qu'on voit, c'est que dans les 3 cas où on utilise la base de données, on a beaucoup plus de rouge. On a des niveaux de surface libre qui sont beaucoup plus profonds, qui ne sont pas réalistes dans ce cas-ci. Donc, des niveaux de surface libre de 50, 60, 70 mètres dans les Appalaches, ça ne correspond pas du tout aux observations. Et c'est quand même cohérent avec ce qu'on observe dans les applications de modèles à l'aide de cette base de données. Donc, ça nous indique qu'il y aurait peut-être des bémols à l'utilisation de cette base de données à cette échelle. L'autre chose qui était d'intérêt, j'ai mentionné les changements climatiques, les variations climatiques. Donc, il y a plusieurs scénarios qui ont été obtenus de Oranos et à l'aide de ces scénarios, on a fait des simulations à partir de la période de référence sur la période mi-siècle, 2040-2070, et la période de fin du siècle, 2070-2100. C'est un exemple que je montre ici. Encore là, je ne veux pas trop m'étendre sur l'explication, mais ça montre le genre de résultats qu'on peut obtenir avec le modèle. Et dans ce cas-ci, les scénarios tenaient compte d'une variabilité aussi. Donc, on peut aussi avoir une moyenne et un écart type dans ces variations de différents paramètres simulés. Donc, c'est 2 exemples, le niveau moyen annuel de la surface libre à gauche par rapport à la période de référence, donc fin du siècle par rapport à 2000. Il y a une petite erreur ici, c'est 2011-2015. De façon générale, le niveau de la surface libre va augmenter pour les données qu'on a utilisées pour les simulations, avec des valeurs en rouge qui représentent les plus grandes augmentations. La saturation moyenne annuelle du sol est montrée ici à droite. Encore là, le rouge représente une variation plus importante, augmentation dans ce cas-ci par rapport à la période de référence. Et dans ce cas-ci, on a encore, de façon générale, une augmentation de la saturation en eau dans le sol. Je vais terminer avec une dernière diapo qui ne provient pas de mon groupe, mais qui provient du groupe de mes collaborateurs à Waterloo, incluant les gens de l'Université de Waterloo et de Aquanti, qui ont appliqué hydrogéosphère au bassin des Grands Lacs. Le bassin des Grands Lacs est un bassin très important, avec des centaines de millions de personnes qui y habitent et des enjeux de toute nature sur la qualité de l'eau, la quantité de l'eau, les écosystèmes, les populations et ainsi de suite. Et il y a des efforts en ce moment pour intégrer les données qui existent autant du côté américain que du côté canadien pour avoir une approche plus globale pour l'ensemble des bassins, puis ensuite zoomer sur des secteurs plus précis. Et ils ont appliqué le modèle. Première application sur ce bassin, vous voyez la superficie 750 000 km², donc c'est énorme. C'est plus que 10 fois ce que j'avais pour le sud du Québec. C'est une application à très grande échelle. Et il y a eu un effort très grand de synthèse de données, de collecte de données existantes. Et ce que les gens de Waterloo ont fait, ça a été de développer le modèle hydrogéosphère. On a ici une portion de leur maillage utilisé. On voit le lac Ontario discrétisé quand même très grossièrement. C'est un premier modèle qui a été développé ici. Il est certain que le modèle a ses limites à cause de la discrétisation. Le modèle avait probablement 1 million d'éléments et de nœuds ici, et les temps de calcul étaient aussi de l'ordre de journée. Et à l'aide du modèle, ils ont réussi à faire un calage de niveau d'eau dans les lacs et ensuite faire quelques simulations pour regarder les échanges entre les eaux de surface et eaux souterraines. Et la carte qui est montrée ici est directement tirée de l'article dont la référence est ici en haut. Et ça montre en bleu que les eaux souterraines sont réalimentées par les lacs en été. Donc, c'est essentiellement un échange du lac vers le milieu souterrain. Et ils obtiennent l'inverse en hiver parce qu'il y a des variations de gradient de niveau d'eau dans le lac, mais aussi des variations de niveau d'eau dans les aquifères qui sont inverses. Donc, déjà avec le modèle, on est capable de tester certaines hypothèses et ce qu'ils obtiennent ici pour les échanges souterrains et lacs correspondent à ce qui avait été observé dans ce cas-ci pour les Grands Lacs. Donc, je vais terminer ici, comme j'ai dit, je ne voulais pas aller trop dans le détail. Il y a, dans les applications des modèles, dans ma propre équipe, il y a des applications à plusieurs échelles sur différents bassins versants.
On a des collaborateurs aussi qui appliquent le modèle sur d'autres bassins versants ailleurs pour différents objectifs. Mais ce n'est pas le seul modèle de ce type qui existe. Il y en a de plus en plus et de plus en plus d'intérêt pour développer ce type de modèle pour aider à la gestion des ressources en eau d'une façon intégrée avec les défis que j'ai évoqués, donc les données, l'effort requis pour la collecte des données, les temps de calcul, qui est encore un très grand défi, mais il y a de plus en plus de développement de méthodes qui permettent de diminuer les temps de calcul, qui permettent de mieux utiliser les données, optimiser les données. Et il y a aussi de plus en plus d'exemples publiés dans la littérature qui peuvent servir de guide pour d'autres applications. Je vais terminer ici, puis je vous remercie de votre attention. Donc, un gros merci, René, pour ta présentation. C'était très intéressant et super instructif. Merci. Donc, heureusement, c'est pas fini. C'est maintenant la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Est-ce que, René, tu es à l'aise de lire les questions? Oui, mais je pense que je vais devoir arrêter le partage. Oui. Parfait. Si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions à l'oral aussi, vous pouvez lever la main et je vais pouvoir vous dire quand... OK, je vais y aller dans l'ordre que je les vois. Walter qui demande, in summary, what are the main advantages and disadvantages of using coupled surface-subsurface modeling approaches? Il n'y a pas de... J'ai pas de liste exhaustive des avantages. I should probably answer in English because the question is in English, but I would say it really depends on the objective of your application. Ideally, I would suggest you should use, as much as possible, an integrated approach, because then you can directly use precipitation, you can directly try to estimate evapotranspiration, and you don't have to introduce some coupling between the surface and subsurface. So these models conceptually will allow you to just assign some precipitation to a catchment, and then water will redistribute itself according to the model parameters that you will be specifying, which come from field characterization knowledge of your catchment. But of course, as I've mentioned, there might be some computational issues. You might run into very long simulation times. So depending on what your purpose is, you can probably simplify the approach to have lighter models that run faster, but it's really objective dependent. OK, une autre question. Pourquoi utiliser les base flows calculés et non les débits de rivière observés ou mesurés? En fait, ici, c'était parce qu'on a utilisé, je ne suis pas allé dans le détail, mais on avait des temps de calcul très, très longs avec l'approche complètement couplée d'hydrogéosphère. Et on a, à la place d'utiliser hydrogéosphère de façon complètement couplée, on a testé un module qui faisait le calcul des écoulements de surface, le calcul de l'évapotranspiration de façon séparée, beaucoup plus rapidement, pour ensuite générer la recharge qui servait d'input à hydrogéosphère. Donc, on se trouvait à enlever la partie d'écoulement de surface, ce qui fait que dans hydrogéosphère, on faisait toujours la simulation des écoulements de surface et souterrains, mais avec la supposition qu'on avait déjà enlevé tout ce qui se passait à la surface et ce qu'on générait vers les cours d'eau, c'était les débits de base. Mais on a fait des comparaisons avec l'approche complète et c'est très comparable, mais c'était un choix. Puis l'autre raison, c'est aussi parce que notre partenaire, le ministère de l'Environnement, avait un intérêt très particulier dans les débits de base. Donc, d'avoir une approche qui permet de les simuler directement était aussi d'intérêt pour eux. Et la qualité du calage des eaux souterraines est-elle aussi satisfaisante que celle des débits de base? Je dirais que c'est peut-être un petit peu moins satisfaisant parce que les débits de base représentent des valeurs intégrées. Donc, on a l'intégration d'un débit sur une grande superficie, un grand volume de sol, tandis que les mesures qu'on a de niveau d'eau dans un puits, dans un piézomètre,
on les associe plus à des valeurs locales qui peuvent être influencées par des variations dans la géologie qui sont très locales, qui sont peut-être pas bien représentées dans le modèle à l'échelle de notre modèle. Donc, on s'attendait à ce que ce soit le cas, puis je dirais que généralement, le calage des valeurs qu'on avait dans les piézomètres n'était peut-être pas aussi bon que ce qu'on avait pour les débits. J'ai une question sur le nombre d'années des données d'observation des eaux souterraines. On a pris 4 années, 2011, en fait, ça fait 5 années, 2011 à 2015, pour lesquelles on avait des données à peu près assez régulières pour les quarantaines de puits d'observation. Par contre, certains puits d'observation avaient des séries chronologiques beaucoup plus longues depuis les années 80 ou 90, mais comme on n'avait pas de série chronologique pour tous les puits sur des périodes aussi longues, plusieurs décennies, on s'est restreint à la période la plus courte. En espérant que ça réponde à la question. OK, une question sur la réduction de la recharge. C'est une très bonne question, puis c'est un résultat qu'on a obtenu qui nous a fait nous poser des questions. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'hypothèse qu'on avait au départ, c'était que avec les variations climatiques, donc le régime de précipitation va changer, moins de neige, plus de pluie. Les températures vont augmenter. Pour les précipitations, avec les scénarios qu'on avait de Ouranos, la quantité totale de précipitations, eau et neige, demeurait à peu près semblable. Les températures augmentent. Et dans la fonction que Hugo a utilisée pour calculer l'évapotranspiration, l'impact de la température est beaucoup moins grand que ce qu'on avait pensé au départ. Donc, il a utilisé une fonction de Penman-Monteith qui met moins de poids sur la température, ce qui fait que les pertes par évapotranspiration qu'on a calculées avec le modèle sont moins grandes que ce qu'on pensait au départ. Et avec le changement dans le régime neige-pluie, avec le changement dans l'infiltration, ce qu'on obtient sur une base annuelle, c'est une recharge qui augmente et des débits de base qui augmentent. Mais ça, c'est à partir des hypothèses qu'on a faites et c'est quelque chose qu'on va vérifier. Donc, ce que ça nous indique, c'est que la façon dont on représente l'évapotranspiration dans une modélisation de ce type va avoir un impact sur ce qu'on va, entre guillemets, prédire, parce qu'on ne fait pas des prédictions exactes ici, c'est plus des anticipations de ce qui pourrait se passer. OK, une autre question. Le fait de coupler l'hydrologie à l'hydrologie n'a-t-il pas d'impact sur la justesse du modèle résultant dans le contexte où on a suffisamment de données? Je ne suis pas certain de comprendre exactement la question. Peut-être que la personne qui a posé la question pourrait ouvrir sa caméra. C'est laquelle question, René? De Vincent. Je ne vois pas le reste du nom de famille. Vincent. Oui, c'est moi. OK. Donc, merci en fait pour la présentation. En fait, ma question c'était déjà avec les modèles non couplés en hydrogéologie, donc les modèles numériques, mode flow, etc. On a, disons, souvent des problèmes de justesse en fait de simulation. Et je me dis que si on arrive à coupler les équations qui décrivent en fait les phénomènes hydrologiques avec ceux de l'hydrogéologie, on augmente le nombre d'équations à résoudre et du coup, est-ce que ça n'influence pas en fait la justesse du modèle résultant? Voilà. Je dirais que ce que je répondrais, c'est que si on a les données, donc il y avait la question des données, et je pense que pour représenter le milieu de surface, on a suffisamment de données, puis même qu'on a des données à une résolution qui est souvent plus grande que ce qu'on peut mettre dans le modèle. Donc, il y a des agrégations qui sont nécessaires. On doit faire des transferts à des échelles différentes. Mais
si on est capable de représenter de façon intégrée la surface et le souterrain, c'est qu'on est capable de s'affranchir de certains paramètres qui sont propres au modèle souterrain seulement ou de surface seulement. Par exemple, dans le modèle souterrain, un des enjeux qu'on a tout le temps, c'est de spécifier la recharge, parce que c'est l'entrée de notre modèle. Donc, on n'utilise pas les précipitations directement, on utilise la recharge, il faut la calculer, l'estimer. Souvent, on va l'ajuster par calage. Puis ça amène beaucoup d'incertitudes dans nos simulations. Tandis qu'ici, la recharge dans le modèle couplé, ce n'est pas un paramètre d'entrée ni un paramètre de sortie. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'on est capable d'éviter certains de ces paramètres qui sont requis par les modèles découplés et utiliser plutôt les données qu'on a, comme la précipitation, la température et ainsi de suite. Une question. Merci. Oui, ça va? Une question sur est-ce que les modèles sont d'accès public et quelles sont les étapes suivantes du projet? Le modèle maintenant est géré d'une certaine façon par la compagnie Aquanti. Donc, le modèle est sous licence académique à des coûts raisonnables, mais pour les gens avec qui on collabore, donc la licence n'est pas requise. Les données sont publiques quand même. Puis les étapes suivantes du projet, le projet vient de se terminer. Pour ce qui est du sud du Québec, nous, on est dans la rédaction de rapports et d'articles. Les étapes suivantes ne sont pas encore déterminées. Ensuite, Cécile, qu'est-ce qui fait que, pour être fait, très bonne question, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que les modèles soient plus utilisés en dehors du monde académique? Les obstacles principaux, c'est une très bonne question. Je ne pense pas que j'ai de réponse très, très simple. Je soupçonne, une des hypothèses peut-être, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du fait que l'enseignement de l'hydrologie et de l'hydrogéologie est fait souvent de façon séparée. Ça va être moins le cas à l'avenir, mais souvent les gens dans les différents programmes vont prendre un cours d'hydrologie, peut-être pas d'hydrogéologie et vice-versa. Donc, ne verront pas le cycle de l'eau de façon très intégrée. Ça serait niveau baccalauréat. Quand on va ensuite aux études graduées, c'est peut-être différent. Mais si on forme les gens de cette façon-là, ensuite, les gens qui vont aller travailler dans l'industrie, en entreprise, n'auront peut-être pas le réflexe, justement, d'aller vers ces approches couplées. Donc, c'est une hypothèse que je fais, je me trompe peut-être, mais je soupçonne que ça a quand même un lien. Un programme comme Génie des eaux, par exemple, essaie de mieux intégrer ce qui se passe dans le souterrain à la surface. Et là, les étudiants ont peut-être une meilleure vision, une vision plus globale du cycle hydrologique et pourraient être plus portés à utiliser ce type d'approche. Il y a l'autre chose, c'est que les modèles demandent quand même des temps de calcul assez longs. Et il y a peut-être des gens qui les essaient et qui se découragent. Les modèles que j'ai mentionnés aussi, la plupart proviennent du domaine académique et ne sont pas d'utilisation très, très facile. Donc, il n'y a pas d'interface graphique. Les manuels d'utilisation ne sont peut-être pas super précis. Hydrogéosphère, il y a quand même un manuel très, très détaillé. Il n'y a pas d'interface graphique, mais il y a des liens qui sont faits avec d'autres types de logiciels, avec des GIS, ArcGIS par exemple, donc pour faciliter l'entrée-sortie de données. Mais c'est quand même un obstacle par rapport à des modèles comme ModFlow pour le souterrain, où il y a des gens qui ont développé des interfaces graphiques très, très conviviaux, ce qui rend l'utilisation potentiellement plus facile. Et aux États-Unis, peut-être la dernière chose, je parle des États-Unis parce que, bien entendu, il se passe beaucoup de choses dans le développement de modèles là-bas. Il y a le modèle ModFlow qui est établi, que les gens utilisent beaucoup et qui a une certaine reconnaissance. Là, je vais peut-être m'aventurer un peu en disant une reconnaissance dans le monde légal parce qu'il y a eu beaucoup d'études de modélisation qui ont été faites dans des contextes légaux où il y avait des gens qui étaient poursuivis pour contamination des eaux souterraines et dans une cour, les modèles qui sont acceptés, ce sont les modèles qui sont établis, donc d'aller pour un consultant d'aller utiliser un modèle développé dans le milieu académique qui a été plus ou moins démontré dans des cas réels, donc
c'est pas quelque chose qui était souhaitable dans un cadre légal. Ça peut expliquer un petit peu pourquoi, dans certains domaines, les modèles intégrés ne sont pas utilisés, mais c'est sûr que ce n'est pas l'explication potentielle. Mais je dirais que ce qu'on voit, c'est que plus maintenant on a des exemples publiés de ce type d'application, plus les gens vont le voir et de plus en plus les gens sont intéressés et veulent utiliser ce type de modèle en dehors du milieu académique. L'autre question, est-ce que les travaux peuvent être utilisés pour la simulation des risques d'inondation fluviale? Tout à fait, mes collaborateurs chez Aquanti ont fait plusieurs applications de ce type dans les prairies canadiennes où il y a eu des inondations dans les dernières années. Et il y a un intérêt justement pour développer des capacités de modélisation pour les inondations. Donc, tout à fait, le modèle s'applique dans ce cas-ci. Bon, une autre question. Je ne suis pas certain non plus de comprendre la question de Woodley. Woodley, si tu veux, tu peux allumer ton micro et ta caméra. Puis, tu peux poser ta question, sinon on va passer à une autre question. Bon, on va passer à une autre question. Oui, excusez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Dagan Oubli, étudiant en master hydrogéologie en France, à Poitiers. Du coup, ma question, c'est que pour les modèles, c'est-à-dire les modernisations, et du coup, est-ce que c'est possible d'avoir c'est-à-dire un modèle, un mariage composé des écoulements de l'eau et la géologie des zones sur une mêle, comme c'est une seule? Si je comprends bien la question, c'est on représente la géologie, les distributions des unités géologiques d'une zone d'intérêt et ensuite on simule les écoulements avec un seul modèle. Si c'est la question, oui. Exactement. Oui, oui. Comme j'ai dit, j'ai fait une présentation, j'ai fait un survol sans aller dans le détail, mais ce que j'ai montré comme application pour le sud du Québec, c'est exactement ce qui avait été fait. On a une représentation en 3 dimensions de la géologie à partir d'un modèle géologique. Et cette représentation est dans le modèle numérique d'écoulement et on simule l'écoulement dans ces unités géologiques. Donc, à l'aide d'un seul modèle. Oui. Ah, OK. Merci. Et puis, est-ce qu'il y a une application la plus utilisée pour faire ça? Quand vous dites l'application, le modèle, Oui. je dirais que la plus utilisée pour l'hydrogéologie, ça reste encore ModFlow, qui est le logiciel développé par le USGS aux États-Unis. Ah, OK. D'accord. Merci. De rien. Okay. Ensuite, Javad, est-ce que le modèle peut intégrer des données d'équivalent en eau de neige? Si oui, à quel niveau? Oui, j'en ai pas parlé, mais on a un module dans le modèle, un module d'accumulation et de fonte de neige, où on peut avoir une représentation de la fonte de la neige. Donc, on accumule la neige selon les précipitations en neige. Cette neige va être accumulée durant l'hiver selon la température et lorsque les températures se réchauffent au printemps, la neige commence à fondre selon des coefficients qu'on peut spécifier et ça peut devenir de l'eau de ruissellement, de l'eau d'infiltration. OK, bon. Une question encore sur la recharge. Avec ce qu'on a montré où la recharge allait augmenter, là, je vais quand même mettre des bémols. C'est, comme j'ai dit, c'est avec la représentation de l'évapotranspiration qu'on a utilisée qui mettait moins de poids sur la température future qu'on obtient une recharge ou des niveaux de surface libre plus élevés pour notre période de fin de siècle par rapport à la période de référence. Puis, en complément de réponse de Charles, est-ce que le choix de la période de référence peut avoir un gros impact? Bien entendu, puis je peux regarder la période de référence. Ici, on avait une période de 4 ans. Si notre période de référence est une période beaucoup plus longue, où on a déjà
des variations, d'aller comparer ensuite à une période future, ça peut amener le problème de déterminer bon, quelles étaient les valeurs de recharge pour une période de référence. Et l'autre chose, c'est que notre période future, plus elle s'éloigne de la période de référence, plus on a potentiellement une incertitude qui est grande dans ce qu'on va simuler. Mais comme j'ai dit, le fait qu'on simule une recharge plus importante, c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus parce que ce n'était pas ce à quoi on s'attendait lorsqu'on a commencé le projet. Donc, ça permet quand même d'aller creuser certains aspects ou d'essayer de mieux déterminer certaines des relations qu'on utilise dans le modèle. Raymond Cabot, pensez-vous que les simulations peuvent être plus précises sur des bassins versants plus petits? Je dirais que probablement que oui, parce que ici, on a simplifié la représentation de la géologie, mais on a aussi simplifié la représentation des processus de surface. Parce que, par exemple, la topographie joue un grand rôle sur les écoulements de surface. Et si notre représentation de la topographie est basée sur des mailles qui, dans notre cas, font peut-être 1 kilomètre en taille, mais tout ce qui est variation topographique à une échelle plus petite que 1 kilomètre n'est pas pris en compte dans le modèle. Donc, on va perdre l'influence de relief topographique plus fin. Si on travaille sur un bassin versant plus petit, on peut se permettre d'avoir des maillages beaucoup plus fins parce qu'on est toujours limité par le nombre d'éléments et de nœuds. Mais si le territoire est plus petit, on peut y aller plus finement, mieux représenter, entre autres, la topographie, potentiellement mieux représenter la géologie et avoir des résultats qui pourraient être plus précis. Donc, idéalement, on voudrait avoir des résultats plus précis, plus l'échelle d'application est petite. On a fait dans le cadre du projet, je n'ai pas présenté, mais pour le bassin versant de la rivière Yamaska, on a développé un modèle plus fin qui représente plus finement la géologie et la topographie de surface et ça améliore les résultats pour la Yamaska.